Ravi de vous retrouver, Georges. Bonjour. On parlera du ministre de la Justice qui semble aller sur votre ligne. Depuis des mois, vous dites, par exemple, sur le narcotrafic. Bah si, sur le narcotrafic, vous dites qu'il faut gérer le narcotrafic comme on a géré la lutte contre le terrorisme, avec aussi faire un peu comme aux États-Unis, une sorte de TEA. Et ça prouve qu'on nous écoute alors. Ah bah alors ça prouve que vous êtes entendu, ça vous prouve que vous êtes indispensable, Georges Fenech. Bien sûr. Indispensable, donc vous devez être satisfait de ce qu'a proposé Gérald Darmanin. De réussir, hein, bien entendu. Ça va pas être simple. Personne n'imagine ça. Effectivement, ça ne sera pas une partie de plaisir. Thomas Bonnet est présent ce matin, cher Thomas. Bonjour. Mayotte, bien évidemment, c'est notre fil rouge ce matin dans l'heure des pros. On va aller tout de suite sur le terrain, rejoindre notre envoyé spécial Régine Delfour. Bonjour Régine Delfour. Vous êtes accompagnée de Thibaut Marcheteau. Vous connaissez Mayotte, vous étiez présente il y a une semaine déjà. Sur place, François Bayrou qui a visité cette école qui a été en partie ravagée et par le cyclone, mais également par des pillages. On en parlera dans un instant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce matin? Est-ce qu'il a pu échanger avec une partie de la population, chère Régine? Oui, bonjour Elliot. Oui, il a pu échanger avec une partie de la population. Vous avez vu cette séquence où un professeur de sport donc l'interpelle dans ce collège de Kaweni. Nous résidions à côté avec Thibaut Marcheteau la semaine dernière et oui, ce collège a été partiellement détruit et on a vu des gens venir récupérer des bouts de bois pour construire donc leur habitat qui avait été détruit. Ce sont donc les bidonvilles, hein, puisque à Kaweni tout autour il y a des bidonvilles. Après cette visite au collège, il s'est rendu sur l'hôpital de campagne à Cavani, où là il a pu rencontrer des patients, s'entretenir avec des soignants et puis aussi des pompiers qui accueillent quand même énormément de personnes, à peu près 300 par jour. C'est assez colossal. Là, pendant plusieurs heures, il va y avoir des réunions entre différents acteurs, que ce soit au niveau du rectorat ou de la santé, puisque je vous rappelle que François Bayrou est accompagné de 5 ministres. Ils vont rester ici donc au rectorat et aux alentours donc de 13h heure locale, hein, donc 11h à Paris. Il y aura cette minute de silence pour Florian Monnier qui est décédé le 20 décembre dernier alors qu'il tentait de réparer un système de communication. Merci beaucoup, Régine Delfour. Évidemment, on revient vers vous dès que vous avez de nouvelles informations et qu'on peut tendre le micro aux Mahorais. Voyons cette séquence dont vous parliez, c'est-à-dire que lors de son déplacement au collège de Kaweni, à côté de Mamoudzou, il y a un professeur qui va interpeller François Bayrou. Alors certes, évidemment, il y a le cyclone qui a ravagé une partie de l'archipel, quasiment la totalité des bâtiments de la ville, non pas les bâtiments en dur, hein, je parle de tout ce qui était construit de manière assez sommaire. Et il ne parle pas que du cyclone, il parle aussi des pillages et des dégradations, parce qu'en plus de la catastrophe naturelle, il y a aussi cette insécurité grandissante. Ici, on est vraiment chamboulé, on ne comprend pas ce qui se passe. Hier encore, je suis retourné dans notre local EPS, tout a été vandalisé depuis le jour J. Notre chef d'établissement disait que 90% étaient encore en bon état. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a même pas la moitié parce que tout a été vandalisé. Les établissements qui auraient pu peut-être imaginer avoir des rentrées le 13, ce sera plus possible, ce sera concrètement plus possible. Il n'y a plus de CDI, plus de salle des profs. Rentrée scolaire, ça va être très compliqué. Et là, on en vient sur la question qui est une question taboue, qui va peut-être, ou en tous les cas très certainement ces derniers jours, qui a été peu traitée, à savoir la question sécuritaire. On a des actes de vandalisme et de pillage sur Mayotte. Et c'est Estelle Youssoufa, la députée de Mahorais, qui en parlait régulièrement, Georges Fenech. C'est un sujet qui, mis sur le côté, on fait attention de ne pas trop en parler. Écoutez, il n'y a aucun sujet qu'il faut mettre sur le côté, surtout quand il s'agit de la sécurité des Mahorais. Et je pense notamment et essentiellement d'abord à la sécurité sanitaire. Hein. N'oublions pas, c'est la première des crises urgentes aujourd'hui, c'est de protéger la population. La question de la sécurité, bien sûr qu'elle va se poser, comme elle s'est posée dans d'autres départements, comme elle s'est posée en Nouvelle-Calédonie. Donc il va falloir effectivement que le ministre de l'Intérieur déploie les moyens nécessaires pour assurer non seulement la sécurité de ceux qui sont sur place, mais également empêcher les flux migratoires qui continuent depuis le cyclone. On le sait, ça continue, même ça s'est accentué, semble-t-il. Vous dites la sécurité sanitaire, bien évidemment qu'il y a une urgence sanitaire et les services de l'État sont sur le pied de guerre, ils sont très présents
pour régler cette situation d'urgence. Mais pardonnez-moi, c'est aussi intimement lié à la situation sécuritaire, puisque ce professeur nous dit quoi? Il dit il y a eu le passage du cyclone. L'établissement, à l'époque, a été touché, mais 80% de l'établissement était encore, on va dire, en l'état. Mais post-cyclone, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu du vandalisme et du pillage, et maintenant il reste seulement la moitié de l'établissement, et donc il n'y aura pas de rentrée le 13 janvier prochain. Brigitte. Véronique, pardonnez-moi. Véronique, Brigitte. Pourquoi je pense à Brigitte? Non, mais le climat sur l'île de Mayotte était déjà invivable avant le passage du cyclone. Donc on se doute bien maintenant que c'est quelque chose d'apocalyptique que vivent les habitants. On sait très bien en plus qu'il y a une population extrêmement jeune. La moyenne d'âge sur l'île, je crois que elle est de 23 ans, avec donc une jeunesse qui est en plus grandement déscolarisée, qui est donc en proie à la violence. C'est des règlements de compte à coups de machette. Donc on s'imagine bien maintenant que cette situation ne va pas s'améliorer vu les conditions de vie qui sont en train de se déployer sur l'île. On a une population qui veut des réponses immédiates. On a des politiques qui évidemment leur disent nous sommes là pour répondre et pour que l'État joue son rôle, pour qu'il y ait une continuité de l'État sur cette île. Mais franchement, c'est une gageure, parce que là on sait que pendant quelques mois on va être dans le temps de l'humanitaire et qu'ensuite seulement va venir le temps de la véritable reconstruction, avec là encore une population clandestine qui se met déjà à reconstruire des bidonvilles. Donc en fait la vraie question qui se pose sur Mayotte, c'est quel projet de société pour cet archipel? Sur le temps. Voilà. Évidemment. Sur le temps long. Et sur le temps long, il y a la question. Voilà. En mettant les moyens pour lutter contre l'immigration incontrôlée. Sinon, de toute façon, on a déjà une Nouvelle-Calédonie qui est livrée à elle-même. On va avoir un Mayotte qui va franchement s'effondrer. On vient sur la question migratoire dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute une nouvelle fois François Bayrou qui, ce matin, persistait et signait en disant oui, on peut reconstruire en 2 ans Mayotte. Je pense que c'est un objectif. Si nous savons prendre toutes les décisions nécessaires, c'est un objectif qu'il faut se fixer. Alors vous dites, il y a des tas de gens qui disent ça ne sera pas possible. Ils ont peut-être raison, mais je connais bien cette catégorie. C'est ceux qui disent qu'il faut baisser les bras. C'est ceux qui disaient que c'est pas la même chose que Notre-Dame, c'était pas possible. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Et nous croyons, je crois, et nous croyons qu'on est là précisément pour faire mentir la fatalité. On est là précisément pour qu'on ne s'arrête pas à ce qui paraît possible. Mayotte debout, Jules Torres, c'est le grand projet, le grand plan qui sera présenté en fin d'après-midi par le Premier ministre. La question, c'est de savoir est-ce que ce qu'il promet à l'instant est possible. C'est un projet fou que de reconstruire en 2 ans Mayotte. Mais bon, on disait la même chose, même si évidemment c'est pas la même. Mais il prend l'exemple de Notre-Dame. Il dit on avait promis de reconstruire Notre-Dame en 5 ans, on l'a fait. Je sais que cette comparaison est beaucoup faite depuis maintenant 2 semaines, mais elle est quand même inexacte parce que à Mayotte, ce n'est pas seulement une reconstruction matérielle qui va devoir avoir lieu, c'est une reconstruction humaine. Il y a 320 000 habitants, dont la grande majorité a été touchée par ce cyclone-là. Donc François Bayrou arrive aujourd'hui en nous disant qu'il va arriver avec des solutions concrètes. Pour l'instant, elles ne sont pas là. Il a pour l'instant porté, vous savez, le projet de loi qui sera présenté le 3 janvier en Conseil des ministres. Et là, pour le coup, c'est plutôt sur la question de l'assouplissement des normes. Et là, c'est là où la comparaison avec Mayotte est assez juste. En revanche, les Mahorais, si à la colère, on ne veut pas ajouter de l'exaspération, il va falloir des réponses très concrètes sur le court, le moyen et le long terme. 2 ans, c'est plutôt le moyen terme, c'est pas le long terme ni le court terme. En revanche, il y a ce sujet, le sujet de l'eau. On sait que dans le Airbus qui accompagne le Airbus gouvernemental, qui accompagnait François Bayrou, il y avait beaucoup d'aide humanitaire. Ça, c'est sur le court terme, mais ce n'est pas suffisant. On sait par exemple que pour les besoins, les Mahorais ont besoin d'eau, c'est pas seulement pour subvenir à leurs besoins. On sait que par exemple les policiers demandent des bouteilles d'eau. Par exemple, on avait un syndicaliste l'autre jour qui nous disait qu'un policier avait le droit à 1 bouteille d'eau par jour. Donc on voit très bien que la situation, elle est cataclysmique, catastrophique, et que la réponse de l'État, certes, a été plutôt à la mesure de l'urgence, mais qu'il faut encore une fois accélérer pour répondre aux sinistrés. Thomas Bonnet. Mais je salue l'optimisme ambitieux de François Bayrou. 2 ans, c'est un délai qui paraît très court, mais la question c'est reconstruire, mais reconstruire quoi? Si c'est pour reconstruire à la même façon que c'était avant, je pense que personne ne sera satisfait à Mayotte. Concernant le parallèle avec Notre-Dame, il y a quand même là aussi une énorme différence. Je rappelle que pour Notre-Dame, vous aviez plus de 800 millions d'euros de dons privés.
J'ai pas vu à ce jour de dons privés pour Mayotte. Ça fait quand même une énorme différence parce que reconstruire rapidement, c'est toujours plus facile quand vous avez beaucoup d'argent à disposition. La dernière fois que l'État a mis beaucoup d'argent, des plans d'investissement pour, là aussi, du moyen, voire du long terme, on a un exemple assez récent. Alors, c'était très différent, mais un plan d'investissement de l'État, c'est par exemple Marseille-en-Grand. Marseille-en-Grand, ça n'a pas du tout fonctionné. L'argent n'est jamais arrivé là où il devait arriver. Je me méfie toujours des plans d'investissement menés par l'État parce qu'on s'est rendu compte à de très nombreuses reprises que c'était mal fléché, qu'il n'y avait aucun suivi des investissements. Donc, je me méfie quand même des effets d'annonce de François Bayrou. Et puis, effectivement, la question centrale, c'est si vous reconstruisez, il va falloir gérer le sujet de l'immigration parce que sinon, vous allez rien régler. Et sur cette question des dons, pour l'instant, la Fondation Torres dit qu'on est à un petit peu plus de 20 millions de dons. Donc, c'est évidemment beaucoup d'argent, mais c'est rien par rapport à ce qui avait été le cas pour Notre-Dame. On en vient donc à la question centrale, la question sur le temps long, parce que vous l'avez dit, Véronique, il y a effectivement une urgence sanitaire qu'il faut traiter, j'en parlais, Jules également, mais la question centrale, l'une des questions centrales, c'est la question migratoire. Et comment vous allez, par exemple, le reconstruire? Le maire de Mamoudzou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans la loi d'urgence, la loi spéciale, il faut impérativement que soit inscrit l'interdiction de reconstruire des bidonvilles. Si vous répétez les mêmes erreurs, vous allez avoir les mêmes drames. C'est une question humanitaire et puis c'est une question aussi sociétale, la question migratoire. Écoutons François Bayrou sur l'immigration illégale. Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas de problème d'immigration brûlant à Mayotte serait irresponsable. La population est profondément bouleversée, pour beaucoup d'entre eux en révolte. Et qui ne le serait pas quand vous voyez ce qui nous entoure? Et donc notre devoir à nous, c'est de poser la question et de tenter d'apporter des réponses. Et ça se fera, je l'ai indiqué, au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, par des propositions de loi qui isoleront des sujets qui sont des sujets de blocage. Et on aura des débats. Mais si c'est une question brûlante, il faut agir le plus vite possible pour circonscrire cet incendie. Mayotte nous fait découvrir tout à coup Georges Fenech. le niveau de nos Outre-mer. Moi, je me réjouis d'ailleurs qu'on ait créé un ministère d'État des Outre-mer. Quand vous allez en Guadeloupe, vous allez dans le quartier Carénage, c'est quoi? C'est une bidonville, avec une immigration sauvage qui arrive de l'île de la Dominique. Quand vous allez en Guyane, quand vous allez dans tous nos départements d'outre-mer, vous trouvez ces bidonvilles, vous trouvez cette misère, vous trouvez ce seuil de pauvreté qui est bien en dessous de celui de la métropole, voyez-vous. Donc là, tout à coup, on a un éclairage grandeur nature après un drame. Mais les 2 ans, moi, je pense que c'est tenable. Hein. Je pense que c'est tenable. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Martin. On a reconstruit. En Guadeloupe, après le cyclone Hugo, on a reconstruit. C'est faisable. Bon. Encore faut-il en avoir la volonté. Mais est-ce que sur la question de l'immigration, vous la mettez au cœur de ce prochain projet de loi? Sûr. Vous dites bien sûr, mais en entendant François Bayrou, il explique qu'il y aura des débats, des échanges au Sénat, au Parlement. Vous êtes obligé de passer par l'Assemblée, par le Parlement pour adopter une loi, par exemple, qui durcirait les conditions d'accès au droit du sol à Mayotte, qui est déjà particulier par rapport à la métropole. Vous êtes obligé de passer par la loi pour ça. Mais il y a d'autres choses à faire aussi. Nathan Devers. Le paradoxe, en fait, qui est impensable, mais c'est que Mayotte, malgré l'effondrement, malgré le taux de pauvreté qui est immense, malgré les conditions de vie qui sont terribles, notamment pour les migrants, reste un lieu où les habitants des Comores ont quand même envie d'aller, parce que Mayotte, c'est la porte de la France, et à travers ça, c'est la perspective, entre guillemets, sinon d'une vie meilleure, du moins de fuir. Le paradoxe, c'est donc que, juste à côté de Mayotte, vous avez un régime qui est un régime corrompu, autoritaire, qui s'accapare toutes les richesses de son territoire, qui en prive les citoyens, et qui reçoit de la France une aide au développement, alors qu'il est évidemment non seulement complice de la situation, mais qui se moque largement de nous, et qui l'encourage, même pour faire pression sur la France, le départ massif de... Donc je pense que, là encore, comme souvent, quand on parlait récemment des relations entre la France et l'Algérie, quand on a un pays autoritaire et corrompu qui se moque de nous,
on peut durcir la relation diplomatique. Et on peut envisager, par exemple, de dire, si vous voulez continuer de toucher une aide au développement, il va falloir qu'elle soit conditionnée. Les aides conditionnées, c'est le principe même, normalement, d'une aide qui est constructive. Donc, contre notre aide, il faut que vous vous engagiez à ceci, à cela, etc. On parle beaucoup, par exemple, de droit du sol, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est que la moitié de la population de Mayotte, elle est clandestine. Et elle est essentiellement clandestine de Comoriens. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Pour l'instant, c'est pas le temps des expulsions, mais on sait très bien que les Comores, ils ne veulent pas travailler avec la France. Pendant l'opération Wambouchou, les Comoriens ne voulaient pas accueillir, par exemple, les bateaux. Ils refusaient que les bateaux français accostent aux Comores. Donc le sujet, c'est comment on fait sur une population de 300 000 habitants quand il y a 150 000 clandestins. Parce que la question du droit des sols ne réglera pas ceux qui sont déjà sur le sol. Et donc il y aura ce sujet-là qui sera prégnant. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a concentré l'ensemble de son déplacement il y a maintenant 10 jours, c'était le 20 décembre, sur cette question de l'immigration clandestine. C'est lui qui a commencé à appuyer sur cette question-là. Donc peut-être que c'est en effet regrettable que dans la loi spéciale ne figure rien sur l'immigration. Véronique Jacquier. Oui, précisons que Bruno Retailleau, quand il s'est déplacé à Mayotte, a soulevé la question justement de l'aide aux Comores en disant qu'il fallait se montrer ferme et réfléchir sérieusement à cette question, quoi, et au fait donc de leur donner de l'argent pour le développement, ce qui paraît quand même le minimum. Moi, je ne comprends pas, cette question n'ait pas été soulevée avant. Quant à la fin du droit du sol, il y a une proposition de loi constitutionnelle qui avait été déposée en septembre dernier par la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, tout à fait. Voilà. Et cette question, là encore, est restée en suspens. Donc, les questions pour régler le sort de Mayotte, même si ça ne va pas se régler en 3 semaines ou en 3 mois, sont sur la table. Et quand on entend François Bayrou, on comprend bien qu'il n'a pas envie de s'en emparer. Laissons-lui le temps de présenter le plan cet après-midi. C'est-à-dire que c'est plutôt habile d'ailleurs de sa part, c'est de dire il y a un plan qui est pensé, imaginé, il n'est pas intouchable, bien au contraire. Au fil des échanges que nous allons avoir dans l'après-midi, ça peut bouger. Dit qu'il vient à Mayotte. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir si, évidemment, il prend cette question de la question migratoire, il la prend à bras-le-corps, Jules Torres. Oui, en tout cas, quand il nous dit que ceux qui ne considèrent pas qu'il y a un sujet migratoire à Mayotte, ce sont des irresponsables, c'est des mots qui sont assez fort, on peut le dire, d'autant que Emmanuel Macron, on l'a dit par exemple, avait été beaucoup critiqué à gauche quand il s'est déplacé. Bruno Retailleau de la même manière, c'est le premier qui a dit on ne réglera pas la question de Mayotte tant qu'on n'aura pas tranché le nœud gordien de la question migratoire. Il s'était fait attaquer en disant que c'était pas le moment, que le timing n'était pas le bon. Bon, eh bien évidemment si, c'est pas Bruno Retailleau qui a décidé de mettre la question migratoire au centre des débats, c'est les Mahorais eux-mêmes, c'est des demandes des Mahorais. Quand Mansour Kamardine, ancien député de Mayotte, vice-président des Républicains, nous dit il ne peut pas y avoir de reconstruction de Mayotte sans traiter cette difficulté-là. La première, l'immigration clandestine massive. Voilà, Mansour Kamardine, il est mahorais, il connaît par cœur ce sujet-là, et il a raison. C'est pour ça que les leçons de morale qui nous viennent, et les procès justement en extrémistes qui nous viennent du boulevard Saint-Germain, ils sont ridicules comparés à la situation et aux témoignages qu'on peut avoir, aux nombreux témoignages sur place de Français, de Mahorais qui disent mais en fait on est une submersion migratoire, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on a eu les opérations Wambouchou, vous avez l'extrême gauche qui faisait tout pour que même le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui aujourd'hui vient mettre la pression soi-disant à François Bayrou en disant on attend des réponses claires, un cap pour Mayotte. Ce sont les mêmes qui, dans un communiqué au moment de l'opération Wambouchou, parlaient du tout répressif, de décisions brutales quant au fait de raser les bidonvilles. Donc c'est facile d'avoir un double discours. On est avec Safina Soula en direct. Merci d'être avec nous. Vous êtes habitante de Mayotte. Est-ce que vous m'entendez, Safina? Bonjour. Bonjour, désolé de la qualité de l'image parce que vous comprenez bien qu'on n'a pas encore tout rétabli. On se bat pour ça d'ailleurs. Je vous entends très très bien. Parfaitement bien d'ailleurs. Écoutez, qu'importe l'image, on vous entend également parfaitement bien. Safina Soulaï, le Premier ministre est arrivé ce matin. Il présentera un grand plan Mayotte debout en fin d'après-midi. Selon vous, quelles sont les questions centrales qui doivent être traitées à travers ce plan pour sauver Mayotte? D'abord, je vous ai bien écouté, je suis attentive à ce que vous venez de dire, mais vous avez tous raison. Vous savez que Mayotte, les Mahorais sont en conflit depuis de longue date avec nos voisins comoriens. Et c'est un problème qui aurait dû être réglé depuis déjà de longues années.
malheureusement, on souffre puisque nous sommes en guerre. Vous ne le savez peut-être pas, mais on se bat tous les jours en demandant de l'aide. Aidez-nous justement à empêcher cette immigration massive qui pollue, qui tue et qui détruise notre île. Aujourd'hui, rien ne pourra se faire tant qu'on n'a pas réglé cette problématique. La délégation ministérielle arrive, pardon, excusez-moi. L'urgence, effectivement, tout le monde le sait, c'est la rentrée scolaire, ce sont nos enfants, mais aussi, tant qu'on n'aura pas réglé l'insécurité, et l'insécurité, comme tout le monde l'a dit, est liée à l'immigration, puisque nous faisons piller nos écoles qui se sont détruites, parce que Chilo est passé. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les écoles ont été démolies, détruites par les humains, par les gens qui récupèrent du matériel pour reconstruire le Banga. Donc là, l'urgence, c'est effectivement qu'il faut un message fort de l'État. S'il n'y a pas ce message fort pour interdire la bidonvillisation, comme c'est un terme qui a été utilisé par le maire de Mamoudou, il faut y mettre fin au bidonville. Tant qu'il n'y a pas ce message-là, je pense que la délégation passera, mais à mon avis, ça sera très difficile de recouvrir à nouveau leur cœur. Safina Soula, votre témoignage il est essentiel parce que vous êtes sur le terrain. Vous savez ce que vous vivez au quotidien, ce qui est en train de se passer. Donc vous êtes loin des idéologues, loin des petits débats parisiens où on pourrait vous faire des procès en extrémiste parce que vous dites, bah voilà, il y a une question évidemment qui est centrale, c'est la question sécuritaire. Cette question sécuritaire à Mayotte, elle est intimement liée à une partie de l'immigration illégale. Concrètement, parce que vous me parlez des pillages et des dégradations, que s'est-il passé ces derniers jours sur Mayotte? Ces derniers jours, les caméras étaient braquées sur justement les victimes du cyclone, mais on a oublié qu'il y a aussi d'autres victimes dont on parle peu. C'est-à-dire que là, l'urgence, il faut de l'eau, il faut aider. Mais vous avez les Mahoraises comme moi. Moi, ma mère, elle a 84 ans. Et figurez-vous que pour qu'elle puisse avoir de l'eau, il faut que ce soit moi qui lui amène de l'eau. Elle a eu de l'eau qu'une seule fois et que 3 bouteilles seulement. Et les aides qui arrivent, alors ce n'est pas forcément au ministre de gérer les distributions, la gestion de la crise. Ça, c'est la compétence du préfet, avec bien évidemment les élus. Mais il y a un constat qui est alarmant. Les gens, les parents, les gens qui ont l'âge de ma mère, ont du mal à être aidés et toute cette diplomatie qui se déploie se concentre sur les bidonvilles, sur les plus précaires, comme on parle souvent de cette immigration. Et moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, c'est extrêmement difficile quand on parle avec vous sans qu'on ait l'impression d'être xénophobe, raciste. Non, c'est une réalité. La réalité, elle est là, mais il faut la vivre pour la comprendre. Nous souffrons bien évidemment depuis des années. C'est pour cela que nous avons soutenu l'opération Chou, qui est déployée, lancée par M. Darmanin. Et cette fois-ci, ce n'est pas un Umbushu-Kuma, c'est un super Umbushu divine. C'est comme si on voulait éclairer, on voulait vous envoyer autant de livres pour faire le constat par vous-même. Combien notre île a été pris par l'immigration clandestine avec ces bidonvilles. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Safina, pour votre témoignage. On doit faire ce qu'on appelle une passation d'antenne avec Europe.